Donc, dans cette 1h30, nous allons voir déjà qu'est-ce qu'un service de prévention et de santé au travail, hein, plus communément appelé médecine du travail, pour que vous ayez déjà une notion de ça. Ensuite, on verra les obligations de l'entreprise quant à l'adhésion au service de santé au travail. Les différentes visites, et ça, je pense que ça va vous intéresser par rapport au suivi des apprentis, notamment. Ce que nous mettons en place en cas de difficulté au poste de travail, qui va en lien avec le maintien dans l'emploi. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Donc, j'ai prévu quelques questions un peu types que nous avons l'habitude d'avoir, mais ça sera aussi l'occasion pour vous d'intervenir. Donc, un service de prévention et de santé au travail, c'est avant tout une association à but non lucratif. D'accord? Donc, nous ne sommes pas fonctionnaires, nous n'appartenons pas à un service d'État, même si nous sommes agréés par le ministère du Travail. Donc, c'est le médecin inspecteur régional qui nous donne un agrément. Donc, nous devons, ça vous devez le savoir, hein, préparer des dossiers et qui nous donne un agrément pour un secteur géographique et une compétence professionnelle. Et nous sommes également certifiés par un organisme indépendant selon un référentiel national. Donc, il faut savoir que le service interprofessionnel de santé au travail Ouest Normandie fait partie des premiers services certifiés avant même que la réglementation change l'année dernière. Donc, comme toute association, nous avons un conseil d'administration qui est constitué de représentants des employeurs, des entreprises, donc, et un représentant des salariés, voilà, qui se réunit régulièrement. Il ne faut pas nous confondre avec la CARSAT ou la MSA pour les personnes qui suivent, ou l'OPBTP pour ceux qui suivent des jours du BTP aussi. Nous ne sommes pas non plus la CPAM et nous ne sommes pas l'inspection du travail. Nous n'avons aucun lien avec ces organismes, si ce n'est que nous nous croisons de temps en temps dans les entreprises, mais nous n'avons aucun lien. Donc souvent, voilà, les gens, quand ils voient la médecine du travail débarquer, ils pensent qu'on va arrêter les chantiers ou des choses comme ça. Nous n'avons absolument pas la main là-dessus. Donc, comme vous êtes d'un petit peu partout, il n'y a pas que des CFA de la Manche, je vous ai remis la carte des services de prévention normands. Donc, nous sommes tous régis sous la même organisation, nous sommes tous des associations avec des présidents et un conseil d'administration. Donc, dans votre activité, il se peut que vous ayez des apprentis dans vos établissements, mais qui soient suivis par des services hors département. D'accord? Vous avez des apprentis qui viennent d'un petit peu partout. Donc, on pourrait très bien imaginer un apprenti qui est à l'école à Coutances, mais son employeur est dans l'Orne, donc qui soit suivi par le service de santé au travail de son employeur. Donc, c'est le service de l'employeur qui fait foi. Ce n'est pas le service auquel est rattaché le CFA. Donc là, nous vous avons mis tous les services qui sont affiliés au régime général, comme nous, mais également ceux qui vont suivre les personnes du BTP ou de la MSA. Donc, de façon plus ciblée, le service Ouest Normandie. Donc, nous gérons tout l'ensemble du département de la Manche, le sud de l'Orne, pardon, et le sud du Calvados, donc avec les secteurs de Vire et de Flers. Donc ça, c'est assez récent, c'est parce que nous avons fusionné ensemble il y a 18 mois maintenant. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir 23 centres répartis sur l'ensemble du territoire. Donc 23 centres où il y a normalement des médecins du travail présents au moins 2 fois par semaine. Nous suivons 137 000 salariés, et ce qui représente à peu près 13 000 entreprises adhérentes. Et nous suivons uniquement les personnes affiliées au régime général. Nous ne voyons pas les gens du BTP, les gens de la MSA, les gens de la pêche, donc tous les pêcheurs par exemple. Par contre, nous sommes autorisés à suivre les personnes des collectivités territoriales, les collectivités hospitalières et les fonctions publiques également. Voilà. Donc, selon leur bon vouloir, parce qu'ils peuvent adhérer à un autre service s'ils le souhaitent. Avez-vous déjà des questions sur ça? Très bien. Non, non, pas du tout. Donc, chaque service a une compétence géographique et de catégorie professionnelle. Quelles sont les obligations des entreprises? Donc, toute entreprise a l'obligation d'adhérer à un service de prévention en santé au travail à partir de 1 salarié. Donc ça, ce n'est pas forcément connu. Et pour vous donner un exemple, si vous avez déjà été employeur d'une nourrice, vous auriez dû
j'espère que vous l'avez fait, adhérer à un service de prévention dans la mesure où vous étiez employeur. Donc ça, tout le monde n'en a pas forcément conscience, ou une personne âgée qui emploie un agent d'entretien, une femme de ménage, ils ont l'obligation d'adhérer. En adhérant à un service de santé au travail, l'employeur s'engage à payer une cotisation qui va recouvrir à la fois le suivi individuel, donc les visites avec le médecin, l'infirmier, mais également toutes les actions en milieu de travail que nous pouvons réaliser, donc soit le médecin, l'infirmier, ou soit des personnes comme moi, en allant conseiller les entreprises sur le terrain. C'est à l'employeur également de nous informer des mouvements du personnel. On ne sait pas, nous, qui rentre et qui sort des entreprises. Nous n'avons aucun lien également avec l'URSSAF. Donc, c'est à l'employeur de nous informer qu'il embauche notamment un apprenti, par exemple, ou que le contrat de l'apprenti s'arrête pour X raisons. Voilà. Donc, on reverra tout à l'heure, mais quand un apprenti vous dit j'ai jamais été convoqué, souvent, c'est parce que l'entreprise n'a pas fait le nécessaire pour nous informer de l'entrée dans l'établissement. De même, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons aucun lien avec la CPAM, donc nous ne savons pas quand les gens sont en arrêt de travail. Donc, c'est à l'employeur de demander une visite de reprise après un arrêt de travail. Donc là, ça s'est étendu, hein. Maintenant, on est passé à 30 jours d'arrêt de travail. Avant, c'était 15. Voilà, mais c'est à l'employeur. Donc, nous n'avons aucune information à ce sujet. Même si nous rencontrons quelqu'un, on le verra tout à l'heure, sur son temps d'arrêt de travail, ce n'est pas à nous de provoquer la visite de reprise du travail. Et également, en adhérant, l'entreprise doit tenir à jour ses effectifs. Donc, la liste des effectifs que nous avons pour une entreprise doit être à jour en entrée et en sortie. Et donc, c'est là-dessus aussi que sont basées les cotisations annuelles en fonction des personnes présentes dans l'entreprise au 1er janvier. Donc, pour vous donner une idée, la cotisation, on le verra tout à l'heure, va dépendre de la classification des salariés selon les risques auxquels ils sont exposés. Mais ça oscille entre 90 € et 112 € par an pour des postes que vous connaissez en tant qu'apprenti. Donc, un apprenti, la cotisation sera de 112 € par an, qu'il soit vu ou non par le service. C'est une cotisation qui est due. La mission des services de santé au travail, donc elle est indiquée dans le Code du travail, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, en conseillant les employeurs et les salariés sur l'amélioration des conditions de travail. Nous n'avons pas vocation à mettre les gens inaptes, contrairement à ce que l'on peut croire. Nous avons vocation à faire en sorte que les gens travaillent dans de bonnes conditions et n'abîment pas leur santé, et aillent ainsi le plus loin possible. Donc, pour réussir cette mission, nous sommes organisés en équipe santé-travail, donc avec toujours un médecin du travail, même si on en a de moins en moins. Une équipe est toujours orientée autour d'un médecin du travail, avec des infirmiers en santé au travail. Donc, ce sont des personnes qui vont plutôt rencontrer les salariés. Donc, on le verra tout à l'heure, pour des salariés qui n'ont pas de difficultés particulières, c'est l'infirmier ou l'infirmière qui les rencontre. Des conseillers en prévention, donc des personnes comme moi qui vont plutôt aller sur le terrain pour conseiller l'employeur dans l'amélioration des conditions de travail ou conseiller un salarié sur sa façon de se tenir à son poste, la façon dont il fait, par exemple l'aider à mettre en place ses protections auditives parce qu'il n'y arrive pas. Et on intervient énormément aussi, on le verra tout à l'heure, dans tout ce qui est aménagement de poste pour les personnes qui ont des difficultés, qui ont un handicap particulièrement. Les assistants santé au travail vont être aussi un relais pour nous pour aller visiter les entreprises. Les assistantes d'équipe, donc ce sont toutes les personnes qui coordonnent l'ensemble des visites médicales et qui sont en relation permanente avec les employeurs. Nous avons également des psychologues cliniciennes, des assistantes de service social et, comme toute entreprise, hein, des fonctions support, informatique, communication, comptable, etc. Ce qui représente pour nous 170 professionnels en tout sur le service de santé au travail Ouest Normandie. L'équipe santé-travail est animée et coordonnée par un médecin du travail et nous sommes tous tenus au secret professionnel. Donc, tout ce qui peut nous être dit, que ce soit dans un bureau ou sur un poste de travail, nous sommes tenus au secret professionnel. Et nous, de ce fait, nous divulguons à l'employeur que si le salarié nous donne l'accord de dire les choses.
Pour remplir notre mission, donc nous avons différentes actions. Donc les premières, les actions de prévention dans les entreprises. Ça, c'est souvent méconnu parce qu'on nous connaît plus sous l'aspect visite médicale, mais la loi nous oblige à être d'abord sur le terrain. Donc nous visitons régulièrement les lieux de travail pour connaître les entreprises, quand il y a des nouvelles créations d'entreprises, savoir ce qu'elles font exactement, connaître bien les postes de travail pour qu'ensuite le médecin et l'infirmier orientent bien leur entretien, mais qu'on puisse aussi être, nous, de bons conseils pour l'entreprise. Quand on voit une information qui va passer, une nouvelle réglementation, leur indiquer cette info. Nous aidons également l'entreprise dans l'évaluation des risques professionnels, donc dans la mise en place de son document unique. Ça, ce sont des choses que je pense que vous avez conscience. Donc, nous n'avons pas le droit de le faire à la place parce que c'est la responsabilité de l'employeur. Par contre, nous pouvons l'accompagner. Donc, nous organisons des réunions d'information régulières et nous pouvons aller plus précisément sur rencontrer une entreprise qui aurait un besoin ponctuel. Nous réalisons également tout ce qui est étude de poste. Donc, étude de poste, c'est une observation du poste de travail et de ses conditions de travail. Donc, il y a plusieurs situations. Soit, effectivement, c'est parce que c'est un poste qu'on ne connaît pas, quelque chose qui est nouveau, une entreprise qui se crée. Voilà. Ça peut être une étude de poste quand un salarié rencontre des difficultés au poste ou que le médecin du travail veut s'assurer que le poste ne va pas aggraver la situation de travail. Par exemple, un retour après un cancer, quelqu'un qui est malentendant, s'assurer que ça ne le met pas en difficulté. Et la troisième situation d'étude de poste, là, elle est réglementaire, c'est dans le cadre d'une inaptitude, on le verra tout à l'heure, toute inaptitude doit être préalablement avoir une étude de poste pour s'assurer que le médecin du travail prend sa décision en connaissance du poste de travail. Nous devons aussi donner des conseils aux employeurs et aux salariés, donc lors de nos visites, mais aussi par échange de mailing quand ils ont une question ou autre. Et nous animons régulièrement des actions de prévention, un petit peu comme je le fais pour vous aujourd'hui, mais à destination des entreprises. Vous pouvez retrouver sur notre site internet tous nos agendas. Donc, nous proposons tout ce qui est travail sur écran, le bruit, le risque chimique, incivilité au travail, par exemple, et c'est également ouvert aux apprentis. Il n'y a aucun souci là-dessus. La seconde action, c'est la surveillance de l'état de santé et des conseils aux salariés. Donc là, plus particulièrement dans le suivi individuel, donc la visite avec le médecin du travail et ou l'infirmier. Le but de ces rencontres est de s'assurer que l'état de santé est en adéquation avec le poste de travail de la personne. Voilà, nous n'avons pas vocation à juger des compétences des personnes. Un employeur qui nous enverrait quelqu'un parce qu'il n'est pas compétent, parce que il n'arrive pas à faire une crêpe pâtissière ou il n'est pas capable de démonter un moteur seul, ça, ce n'est pas notre compétence. Nous ne sommes pas là pour ça. Notre travail est de s'assurer que l'état de santé est compatible avec le poste de travail et que le poste de travail ne va pas détériorer l'état de santé. Au cours de ces visites, mes collègues diffusent beaucoup de conseils de prévention, notamment quand il y a des apprentis, des jeunes, soit sur la prévention en lien avec le poste de travail, mais aussi tout ce qui va être en lien avec la santé publique, les addictions, éventuellement des grossesses pour les jeunes filles, voilà, sur tout thème qui nous est abordé. Et nous pouvons aussi proposer des adaptations au poste de travail selon la situation du dossier médical. Donc, même si tout à l'heure, je vous ai dit que les apprentis voyaient plus souvent maintenant des infirmiers et pas des médecins du travail, de toute façon, systématiquement, les infirmiers font des points avec les médecins du travail sur l'ensemble des dossiers. Donc, si l'infirmier et le médecin du travail jugent que la personne devra être vue par un médecin du travail, la personne sera reconvoquée et vue par un médecin du travail. Un médecin du travail, en fait, chaque médecin est compétent pour des choses. Vous avez le médecin ophtalmo, le médecin cardio, etc., etc. Et le médecin du travail est spécialiste du travail. Donc, il ne se fie... alors, on écoute les gens quand ils vont nous dire qu'ils ont mal au dos, mal à l'épaule ou des choses comme ça, mais on se fiera toujours sur des comptes rendus de médecins spécialistes. Souvent, on entend dire oui, il faut aller voir le médecin du travail, on pigne un peu et on a une restriction, voire une inaptitude. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'on va s'appuyer sur des comptes rendus opératoires ou des comptes rendus de consultation de médecins spécialistes.
pour s'assurer que la personne dit vrai et aussi avoir l'avis du spécialiste sur l'amplitude, par exemple, pour quelqu'un qui a mal à l'épaule, l'amplitude qu'il peut avoir, jusqu'où on peut aller. Avez-vous des questions sur cette partie des visites? Parce que je pense que vous avez souvent des questions d'employeurs ou d'apprentis là-dessus. Pas particulièrement? Donc, toutes les visites qui sont faites sont saisies dans un dossier médical qui maintenant, dans les années à venir, sera partagé, hein, vous avez dû l'entendre aux informations. Voilà, donc quelqu'un qui est vu dans notre service et qui va changer d'employeur à être vu en Haute-Normandie, par exemple, les dossiers informatiques et papier vont être transmis avec l'accord du salarié. La classification. Donc, en fait, quand un employeur nous déclare l'arrivée d'un salarié, qu'il soit apprenti ou pas, donc ça se fait en ligne sur un portail, il doit nous indiquer dans quelle classification la personne se trouve. Euh, donc ça, c'est réglementaire, mais de là va aussi découler la cotisation. Donc, on a 3 types de suivi. Il y a le suivi individuel adapté. Donc, vous voyez, ce qui en relève, ce sont les travailleurs de nuit, les salariés de moins de 18 ans non affectés à des travaux réglementés. Donc, on retrouvera une bonne partie de vos apprentis ici. Les personnes qui sont exposées aux champs électromagnétiques, aux risques biologiques, les femmes enceintes ou venant d'accoucher, les salariés handicapés ou titulaires d'une pension d'invalidité, dans la mesure où l'employeur est au courant qu'il y a une situation de handicap ou d'invalidité. Nous aurons également le suivi individuel renforcé. Donc là, avec une exposition à l'amiante, plomb, les produits cancérogènes et mutagènes reprotoxiques, les agents biologiques, le milieu hyperbare. Donc hyperbare, c'est pour tout ce qui est plongée, hein. Les chutes de hauteur dans le cadre de montage et démontage d'échafaudage, les manutentions manuelles supérieures à 55 kg, les conduites de certains équipements donc liés au CACES, les travaux sur installation électrique, les rayonnements ionisants de catégorie A et B, tout risque que l'employeur pourrait lui trouver dangereux, qui ne serait pas dans cette liste. Et on retrouve ici les salariés de moins de 18 ans qui sont affectés à des travaux dangereux réglementés. Donc ça va être les salariés pour lesquels les entreprises ont fait des demandes de dérogation à l'inspection du travail. Et seront en suivi individuel, par conséquent, tous ceux qui ne sont pas dans les 2 colonnes précédentes. Donc cette déclaration, cette classification déterminée par le médecin, l'employeur, va déterminer derrière la périodicité à laquelle les gens vont être vus par le médecin et ou l'infirmier, va déterminer aussi le montant de la cotisation. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le médecin du travail qui a le dernier mot sur la classification. Parce qu'on ne va pas, voilà, la classification en suivi individuel est moins chère au niveau de la cotisation. Donc, on a beaucoup d'employeurs qui sont tentés de mettre les gens en suivi individuel simple, alors qu'ils seraient en SIA ou en SIR. Donc, c'est le médecin du travail et ou l'infirmier qui, à la fin de la visite, vont estimer dans quelle classification ils doivent être. Et c'est le médecin du travail qui va déterminer également la périodicité. On pourrait très bien avoir quelqu'un qui a été exposé à l'amiante, mais compte tenu de son âge ou de son état de santé, le médecin estime qu'il faut qu'il soit revu plus vite que la réglementation. On ne peut pas aller au-delà de la réglementation. On le verra tout à l'heure hein, par rapport à la périodicité de 3 ans ou de 5 ans, mais c'est le médecin du travail qui va déterminer. Donc, on pourrait très bien avoir pour un même poste, une même situation, quelqu'un qui va être revu tous les 2 ans et quelqu'un qui sera vu tous les 5 ans. Donc là, c'est lié à son dossier médical, à ses antécédents ou à son âge. Les différentes visites. Vous connaissez, je reviens juste un petit peu en arrière, les travaux réglementés, j'imagine que vous les connaissez dans votre profession. Oui, oui, la plupart, oui. Donc, je ne reviens pas dessus, sinon on verra ça à la fin si besoin. Donc, les différentes visites. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que la cotisation englobait l'ensemble du suivi individuel. Donc, qu'un salarié ne soit pas vu du tout de l'année ou soit vu X fois,
l'employeur paiera la même cotisation annuelle. D'accord? Souvent, ils pensent qu'ils vont payer à la visite. Non, ils ne payent pas à la visite, sauf si la personne n'a pas été excusée à son rendez-vous, auquel cas, pour être revu, il devra repayer. Mais dans un fonctionnement normal, il paye une seule fois à l'année. Donc, la visite d'embauche, que nous appelons visite d'information et de prévention, elle peut être réalisée par le médecin du travail ou l'infirmier. Ça va dépendre des secteurs géographiques, des capacités des médecins du travail à avoir ces rendez-vous. Donc, pour une personne qui est majeure, normalement, c'est dans les 2 mois après la prise de poste. Et les mineurs et les travailleurs de nuit, ça doit se faire avant la prise de poste. Concrètement, sur le terrain, ça, c'est jamais fait avant la prise de poste, c'est toujours fait dans les mois qui suivent. Donc, cette visite, elle donne droit à une attestation de suivi. Donc, il n'y a plus de fiche d'aptitude comme il y avait il y a quelques années. Ça a été abrogé par la loi. Donc, maintenant, c'est une attestation de suivi. Pour les personnes qui ont des risques particuliers et les mineurs exposés à des travaux dangereux, ce ne sera pas une VIP, mais ce sera un examen médical d'aptitude. Donc là, qui est réalisé par le médecin du travail avant la prise de poste. Et donc là, ça donne un avis d'aptitude. Dans les faits, c'est rarement le cas parce que soit les employeurs n'ont pas indiqué que les personnes étaient exposées à des travaux dangereux, donc on le découvre le jour de la visite, et les médecins du travail n'ont pas le temps de voir ces personnes. Donc, à défaut, ils sont vus par l'infirmier qui réorientera vers le médecin du travail si nécessaire. Ensuite, si tout va bien, il y a la visite d'embauche et on verra la personne sur des visites périodiques avec une périodicité, comme je vous disais tout à l'heure, qui va être déterminée par le médecin du travail, mais qui ne peut pas aller au-delà de 5 ans pour une personne qui n'aurait pas de difficulté et qui n'est pas exposée à des risques particuliers. Donc là, tous les 5 ans, au maximum, il est vu par un médecin du travail ou un infirmier. Pour les personnes qui sont exposées à des risques particuliers et les mineurs exposés à des travaux dangereux, tous les 2 ans, ils seront vus par le médecin du travail. Ou, s'ils doivent être vus tous les 5 ans, il peut y avoir ce qu'on appelle des visites intermédiaires par l'infirmier tous les 2 ans. Donc là, c'est le médecin du travail qui va juger que pour tel poste de travail, tous les 5 ans, ça fait un peu loin, donc on va voir quelqu'un tous les 2 ans par l'infirmier. Ça, c'est libre au médecin du travail. Donc, vous pouvez avoir dans une même classe, si vous interrogez vos apprentis, dans une même classe, des situations complètement différentes pour un poste similaire. Mais ça va être lié aussi avant tout aux conditions de travail dans l'entreprise. Vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir que pour une même entreprise qui fait la même chose, par exemple la même boulangerie, enfin des boulangers, des garages ou des maisons de retraite, par exemple, vous savez bien que le poste est identique, mais les conditions de travail vont être différentes. Donc de là, le médecin du travail va se dire, voilà, dans cette entreprise-là, j'aimerais bien les suivre tous les 2 ans. Avez-vous des questions sur ça? Non, c'est clair. C'est très clair. Merci beaucoup. Oui, C'est bon? oui, pas de questions, merci. OK. Donc, la visite d'embauche ne se fera que quand l'employeur nous aura déclaré l'entrée d'un salarié. Donc, on verra tout à l'heure dans les échanges, mais souvent, on nous dit « Ah, mais j'ai jamais été vu ». Et nous, quand on regarde dans nos fichiers, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas été déclarées par l'employeur. D'accord? Donc, si, par exemple, au mois de novembre, décembre, vous avez un apprenti qui vous dit « Mais moi, j'ai toujours vu personne, ni l'infirmier, ni le médecin », ça peut être une des raisons. Ce n'est pas la seule, mais ça peut. Quant aux visites périodiques, c'est un service que l'on rend aux entreprises où c'est nous qui convoquons les gens. Voilà, nous, on sait qu'on doit être voir tous les 2 ans, tous les 5 ans, voilà, et on les convoque. Mais la responsabilité reste à l'employeur. C'est à lui de s'assurer qu'il a un suivi périodique avec le service de santé au travail. Là, il y a des jurisprudences là-dessus. Donc, nous, on essaie de faire au mieux, hein, parce qu'on sait que l'employeur a beaucoup de choses à gérer, surtout pour les TPE, où ça peut être géré par des services externes et qui ne sont pas toujours très pointus là-dessus. Ensuite, quand il peut y avoir des difficultés au poste, on va retrouver ce qu'on appelle la visite de reprise. Donc, cette visite de reprise après arrêt de travail, que ce soit accident du travail ou arrêt maladie,
C'est à l'employeur de la demander. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous n'avons aucun lien avec la CPAM. Donc, nous ne savons pas qui a été arrêté et pourquoi. Cette visite, elle est forcément réalisée par le médecin du travail, à la fin de l'arrêt de travail. En fait, un arrêt de travail va venir suspendre un contrat de travail. Et le seul document qui pourra faire reprendre le contrat de travail, c'est l'attestation ou l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail. Donc, la visite de reprise doit se faire après congé maternité, après absence pour maladie professionnelle, après une absence pour accident de travail d'au moins 30 jours et maladie ou accident non professionnel de 60 jours. On verra tout à l'heure qu'on pourrait avoir quelqu'un qui est arrêté que 15 jours, donc qui ne relève pas réglementairement d'une visite de reprise, mais pour lequel il y aurait bien besoin qu'il voie le médecin du travail, ou que l'employeur estime, ou le salarié estime qu'il a besoin de le voir. Donc ça, on verra tout à l'heure que ça fait l'objet de visites à la demande. La visite de pré-reprise, ça permet au salarié de venir voir le médecin du travail pendant son arrêt de travail. Donc, c'est une visite qui peut être demandée uniquement par le salarié, le médecin du travail, le médecin conseil et depuis peu le médecin du travail quand il a connaissance que quelqu'un est en arrêt. Donc, ça veut dire qu'on va rencontrer la personne pendant son arrêt de travail. L'employeur ne sera pas au courant, sauf si le salarié lui en indique. L'idée, c'est de faciliter le retour au poste, d'anticiper une éventuelle reprise ou non reprise ou un éventuel aménagement pour que la personne puisse reprendre le poste dans les meilleures conditions possibles. Donc là, il n'y a pas de document, on va dire, réglementaire d'émis. Par contre, le médecin du travail peut faire un courrier avec l'accord du salarié à destination de l'employeur pour émettre des préconisations, dans le sens où le retour au poste pourra être possible avec tel aménagement à prévoir, pour que déjà l'employeur se prépare, et l'idée, c'est que tout soit prêt quand le salarié revient. Donc vous, en tant que CFA, vous ne pouvez pas demander la visite. D'accord? Par contre, vous pouvez, si vous voyez un apprenti qui est en difficulté à son poste de travail pour X raisons, hein, problématique physique ou mentale, peu importe, vous ne pouvez que lui indiquer qu'il prenne rendez-vous de lui-même. Donc pour ça, vous pouvez contacter nos services pour connaître le médecin référent de l'entreprise du jeune, pour ainsi lui donner les coordonnées. Mais on ne traitera pas un appel qui vient de votre part, ni même éventuellement de vos assistantes sociales d'établissement ou autre. C'est aux salariés de faire le nécessaire. Quand c'est le médecin conseil qui demande ces visites, en général, on arrive sur les fins d'arrêt de travail, donc on arrive au bout des 3 ans. Et là, le médecin conseil, en fait, va arrêter les indemnités journalières et demande l'avis du médecin du travail sur est-ce que c'est quelqu'un qui peut reprendre ou pas. Donc ça, on en a énormément, parce que voilà, la CPAM doit payer beaucoup d'arrêts de travail, donc ils doivent justifier ces arrêts. Donc, il se peut que, effectivement, le médecin du travail dise, bah non, non, la reprise peut se faire, ou effectivement, non, la reprise est trop tôt, ou va nécessiter un aménagement, et là, on a l'accord du médecin conseil pour faire reprolonger les gens pour le temps que l'employeur aménage le poste. Avez-vous des questions sur ces visites de reprise, de pré-reprise? Non, pas de questions. Non, c'est bon. Oui, oui, pas de souci. Donc ensuite, nous allons avoir les visites à la demande. Donc, il va y avoir une visite à la demande du médecin du travail. Donc, c'est quand le médecin du travail souhaite revoir la personne en dehors du suivi périodique que nous avons vu tout à l'heure. On peut avoir quelqu'un qui rencontre des difficultés au poste, mais la visite intermédiaire n'est pas forcément justifiée au vu de la loi, entre guillemets. Et donc, le médecin peut demander à revoir la personne à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, etc. Donc souvent, ça fait suite à une reprise du travail pour s'assurer que la reprise s'est bien passée et qu'on retourne dans un cycle d'arrêt de travail, etc. Donc voilà, donc là, ça donne droit à une attestation de suivi. Il peut y aussi y avoir la visite à la demande du salarié. Donc tout salarié, tout apprenti, a le droit à tout moment
de demander à voir le médecin du travail. L'employeur sera informé que si le salarié le souhaite. Donc, dans la mesure du possible, on essaie de donner des rendez-vous en dehors des horaires de travail. Comme ça permet aux salariés de s'absenter sans avoir à se justifier. Après, il y en a aussi qui acceptent de prendre des heures ou qui vont le dire à l'employeur. Et donc, cette visite, elle est forcément réalisée par le médecin du travail. Il y a également la visite à la demande de l'employeur. Tout employeur a le droit de demander à ce que son salarié soit vu par un médecin du travail. Toutefois, on demandera un écrit à l'employeur pour nous, pour savoir pourquoi il demande à ce qu'il soit vu, et il devra informer le salarié de le pourquoi de la visite. Donc souvent, ce sont des personnes que l'on voit pour des addictions, par exemple. Quelqu'un qui arrive en état d'ébriété de façon récurrente au poste de travail et c'est quelqu'un qui ne va pas aller voir son médecin traitant. Donc l'employeur a la seule solution de demander une visite avec le médecin du travail. Mais pas que. Ça pourrait être, par exemple, tout à l'heure, on disait, l'employeur doit faire une demande de visite de reprise pour les arrêts de plus de 30 jours. Mais on pourrait très bien avoir quelqu'un qui prend un arrêt de 15 jours et qui revient et qui n'est pas forcément en meilleur état, entre guillemets, physique ou mental. Et l'employeur s'inquiète. Du coup, il peut là demander une visite à la demande de l'employeur, en expliquant que son salarié a été arrêté pour 15 jours, a priori pour tel motif, mais il revient ce jour dans un état qui ne permet pas de travailler correctement, donc il demande l'avis du médecin du travail. Le médecin du travail ne peut pas mettre d'arrêt de travail. Le médecin du travail, s'il juge que la personne ne peut pas retourner au poste, fera ce qu'on appelle une incapacité temporaire, donc entre guillemets, excusera l'absence du salarié quelques heures au poste, le salarié devant aller voir un médecin traitant pour avoir un arrêt de travail. Donc encore une fois, vous, en tant que centre de formation, vous pouvez inciter les apprentis et ou leur employeur à demander des visites quand il y a nécessité. Donc il a vu le médecin du travail ou l'infirmier à un moment donné, et là, il y a des difficultés, ils peuvent demander une visite. Il faut savoir que quand les médecins du travail et les infirmiers rencontrent les gens lors des visites médicales, donc le minimum, c'est 20 minutes. Donc en 20 minutes, il faut prendre des informations sur l'état de santé de la personne. Il faut donner des conseils par rapport au poste. Donc vous imaginez bien que c'est ric-rac. On ne peut pas donner tout. Et on va aussi se fier sur ce que nous dit le salarié. Si le salarié a des difficultés, a mal au dos, a des problèmes d'addiction, est fragile mentalement, mais qu'il ne nous le dit pas, nous, on ne va pas le deviner. Alors, il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas trop nous trahir, on verra tout à l'heure, mais voilà, quand on va faire un test des oreilles et qu'il nous dit qu'il entend bien, mais là, le test va à l'encontre, ou quand il nous dit qu'il a une bonne vue, mais qu'il n'arrive pas à lire, voilà, là, on a des moyens. Mais quelqu'un qui nous cache une problématique d'épaule, une problématique de dos, une problématique mentale, nous, on n'est pas devin et on ne peut pas le deviner. Donc ça, c'est souvent aussi ce qui ressort, c'est que il a même pas vu que j'avais mal ceci, j'ai réussi à lui cacher cela, voilà. Oui, mais parce que nous, on ne peut pas voir. D'accord? Donc si un salarié ne nous dit pas que ça ne va pas, nous, on ne peut pas le deviner. C'est particulièrement la problématique dans les risques psychosociaux dans les entreprises. Des fois, on a des salariés qui nous disent: oui, vous n'intervenez pas, vous ne faites rien. Mais si nous, on ne le sait pas, on ne peut pas, on n'est pas H24 dans l'ensemble des entreprises que l'on suit. Donc, il faut inviter les salariés à nous dire, d'accord? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un nous le dit qu'on va forcément intervenir tout de suite, pour ne pas mettre le salarié en difficulté, parce que l'employeur pourrait se dire: ah, tiens, ils interviennent demain, ah, hier, ils ont vu un tel, un tel, un tel, un tel. Non, on va s'assurer qu'il y ait plusieurs remontées. Voilà. Après, nous, souvent, c'est des choses que l'on sait par d'autres biais, mais voilà, et on ira voir l'employeur, mais si le salarié ne nous le dit pas, on ne peut pas le savoir. De même qu'un employeur qui ne nous dit pas qu'il a une difficulté, que quelqu'un arrive alcoolisé tous les matins au poste, vous savez bien que ces personnes-là, quand elles sont convoquées à la visite médicale, c'est des personnes qui vont arriver sobres. Donc nous, on n'a aucun moyen. Donc encore une fois, il faut qu'il y ait des remontées de terrain. Lors des visites, nous réalisons donc des examens complémentaires qui sont en lien avec l'activité professionnelle, donc qui vont nous permettre de nous assurer que l'état de santé est compatible au poste de travail.
Ça nous permet éventuellement aussi de dépister des maladies professionnelles et ou dans le cadre des expositions aux agents biologiques ou infectieux, des maladies dangereuses pour l'entourage. Ces examens complémentaires, on les fait sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Pour vous donner un exemple, peut-être connaissez-vous des gens qui, il y a 20 ans, on faisait systématiquement une radio pulmonaire. Par exemple, un mécanicien poids lourd, si vous interrogez les employeurs qui ont passé des visites il y a plus de 20 ans, systématiquement, on leur faisait faire une radio pulmonaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas des fibroses, notamment liées à l'amiante. Mais maintenant, on sait que ces radios ne servent à rien. Elles exposent les salariés à des radiations et ne nous permettent pas d'avoir un diagnostic correct. Donc maintenant, on ne fait plus ces radios pulmonaires. Par contre, on fera faire un scanner à X temps d'exposition du salarié. De même que, il y a quelques années, on faisait systématiquement des prises de sang, par exemple aux mécaniciens, par rapport à la manipulation des produits chimiques. Mais maintenant, ce n'est plus avéré qu'en faire tous les ans, c'est correct. Enfin, c'est adapté en tout cas. Donc, on va le faire que pour certains postes, notamment par exemple tout ce qui est mécanicien motoculture, où ils vont manipuler de l'essence, pour lequel c'est justifié de faire un examen sanguin régulier. Donc, c'est pour ça que vous allez, des fois, voilà, les jeunes ne vont pas forcément avoir le même suivi que leur employeur ou que leurs parents, etc. Et encore une fois, ça dépend de l'activité professionnelle. Si vous prenez un boulanger dans lequel il n'y a pas du tout d'exposition à la farine parce que le fournil est bien équipé, ce ne sera pas les mêmes conditions de travail qu'un fournil qui n'est pas équipé. Donc là, on va plutôt faire des dépistages par des dermatos plus réguliers ou des allergologues. Donc, nous réalisons sur place certains de ces examens complémentaires, donc par exemple audiogramme, test des oreilles, la spirométrie, le test du souffle, qui sont des examens de dépistage, d'accord? Si nous avons un doute, nous renverrons systématiquement ces personnes vers des professionnels où ces examens seront réalisés dans de meilleures conditions que les nôtres. Il y a aussi des examens qui doivent être réalisés à l'extérieur, notamment les prises de sang dans des laboratoires ou les radios, etc. Tous ces examens complémentaires sont à la charge de notre service. C'est compris dans la cotisation annuelle, sauf certaines exceptions qui sont liées à des activités de travail très spécifiques, et là où il y a un accord avec l'entreprise au préalable pour qu'elle prenne en charge ce type de prestations. Par contre, les salariés voyant de moins en moins les infirmiers ou les médecins du travail, il ne faut pas attendre de nous voir pour faire un test des oreilles, par exemple, parce que vous perdez du temps. Ça veut dire que si on vous voit tous les 5 ans, voilà une problématique qui émergerait maintenant, on vous reverrait que dans 5 ans, autant aller voir un ORL directement en passant par son médecin traitant. Les difficultés au poste. Donc, quand un salarié rencontre des difficultés au poste, nous, il nous faut forcément l'avis du médecin du travail. Donc, même si vous nous voilà, moi, ça m'arrive, on m'interpelle sur une situation, il faut qu'il y ait un avis du médecin du travail. Donc, on en réfère forcément. Soit le médecin du travail a vu la personne il n'y a pas très longtemps et auquel cas il n'y a pas besoin, soit il va forcément le revoir pour bien rétablir les choses. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas vocation à mettre les gens inaptes. Donc, nous, on est content quand on n'en fait pas beaucoup d'inaptitude. Donc, il va y avoir plusieurs niveaux. Donc, soit les personnes sont aptes avec restrictions temporaires ou permanentes. L'employeur peut aménager ces restrictions, donc d'un point de vue technique ou organisationnel, et auquel cas, on maintient la personne au poste de travail. Si ces restrictions sont difficilement applicables par l'entreprise, pour différentes raisons, techniques, financières, organisationnelles, à ce moment-là, on va enclencher ce qu'on appelle une démarche de maintien dans l'emploi. Donc, le plus souvent, il y aura une étude de poste. Des personnes comme moi, nous irons voir sur le terrain, comprendre bien le poste de travail pour faire le lien avec les difficultés de santé et voir sur qu'est-ce qui va poser problème. Est-ce que c'est l'ensemble du poste? Est-ce que c'est certaines activités? Et si oui, comment on pourrait améliorer cette situation de travail? Donc, si la démarche dans l'emploi se déroule correctement et que l'employeur comme le salarié peut mettre en place ces aménagements, le maintien au poste se fait. Si toutefois l'aménagement n'est pas possible,
il se peut que nous arrivions sur une inaptitude au poste apte à un autre. Donc, la personne ne peut plus tenir son poste de travail dans l'entreprise, mais pourrait être apte à un autre poste dans l'entreprise. Si je vous prends un exemple, votre boulanger, votre aide-soignante, votre conducteur, enfin peu importe le type d'apprenti que vous avez, il ne peut plus exercer son poste. Par contre, il peut peut-être devenir comptable de l'entreprise, dans la mesure où l'entreprise a un poste disponible. Hein. Elle n'a pas à créer de poste particulièrement. Donc, si le reclassement est envisageable, on va quand même lancer une démarche de maintien d'emploi pour s'assurer que ce nouveau poste qui est proposé par l'employeur correspond bien aux restrictions médicales. Si tout va bien, le reclassement professionnel se fait. Donc, sachant que pour les apprentis, il n'y a pas d'obligation de reclassement, dans la mesure où c'est lié à, je dirais, à une formation professionnelle. En fait, le Code du travail estime que s'il fait un bac pro mécanique et qu'il n'est plus capable d'être mécanicien, tout s'annule. Donc là, il faut qu'il refasse une autre formation. Mais voilà, dans certaines entreprises, on pourrait très bien envisager qu'il y ait un reclassement. Un mécanicien, par exemple, dans une grosse structure, si c'est un mécanicien, par exemple, qui ne peut plus travailler les bras en l'air sous un pont, peut-être qu'on peut lui proposer un autre poste, par exemple, où il serait toujours mécanicien, mais sur lesquels il ne travaillerait plus sous des ponts, mais sur d'autres types de véhicules, etc. Le salarié, pardon, a le droit de refuser ce reclassement professionnel. Auquel cas, s'il refuse, nous partons sur une inaptitude à tous les postes. Et donc là, le reclassement est impossible. Il y aura un licenciement pour inaptitude. Avez-vous des questions sur ça? Non, ça me paraît clair. Non. Claire aussi. Oui, j'ai pas de questions non plus. Ouais. Donc, pour nous, une inaptitude, elle ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts. Une inaptitude, le médecin du travail doit avoir forcément vu le salarié sur 2 rendez-vous, espacés de 15 jours, pour que salarié et employeur aient le temps de réfléchir, parce qu'on pourrait très bien avoir quelqu'un qui dit non, non, moi je refuse le poste de reclassement, et puis 15 jours après, qui va avoir mûri le projet, se dire oui, bah, finalement, je vais peut-être l'accepter quand même. Donc, pour faire une inaptitude, le médecin doit avoir vu le salarié minimum 2 fois. Ça est autorisé de le voir qu'une seule fois, mais dans certaines conditions très précises, encadrées par la loi. Le médecin du travail doit échanger avec l'employeur sur les possibilités ou non de reclassement, et il doit y avoir une étude de poste. Et nous, d'un point de vue gestion, nous devons avoir visité l'entreprise et réalisé ce que nous appelons une fiche d'entreprise. Donc, encore une fois, nous jugeons la capacité physique ou mentale du salarié. Nous ne mettrons jamais d'inaptitude sur une compétence. Ça, c'est du domaine des ressources humaines. Un licenciement pour une inaptitude, ce n'est pas un arrêt de travail et ce n'est pas une invalidité. Hein. D'accord? C'est une procédure de licenciement qui s'engage. Et les salariés comme les entreprises peuvent contester l'avis du médecin du travail, que ce soit une inaptitude ou des restrictions, en saisissant les prud'hommes. Ça arrive très rarement. En général, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Donc, dans les services de santé au travail, le maintien dans l'emploi, c'est ce qu'on va appeler également la prévention de la désinsertion professionnelle. Vous avez certainement dû en entendre parler également. C'est de faire en sorte qu'on anticipe des situations difficiles pour un salarié pour des questions de santé ou en situation de handicap. Parce que vous pouvez avoir des personnes qui ont un problème de santé, mais qui n'ont pas forcément une reconnaissance de travailleur handicapé et qui ont du mal à admettre que ce soit un handicap. Donc, cette prévention, elle doit se faire tout au long du parcours professionnel, donc dès la première visite, donc dès l'apprentissage. On doit s'assurer que la personne ne va pas être en difficulté au poste de travail. Plus on détecte précocement, plus on réussit la réorientation, la réaffectation des personnes, notamment sur des apprentis, où moi, malheureusement, j'ai eu des situations où on a dû mettre des apprentis inaptes, et dès les premières années, donc ce sont des gens
souvent qui ont choisi ça depuis très longtemps comme orientation professionnelle et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien, ce qui peut être compliqué pour eux, pour leur famille. Donc voilà, donc plus on aura une détection précoce, mieux ce sera. Nous, au sein de nos équipes, nous réalisons régulièrement des points avec différents acteurs qui vont nous aider dans le maintien dans l'emploi. Donc, par exemple, Cap Emploi, peut-être avez-vous entendu parler, en tout cas sur la Manche, où ce sont différents acteurs qui vont nous aider à faire en sorte que l'employeur ait des aides financières pour des aménagements, par exemple, voilà, pour faire en sorte que le salarié puisse rester au poste. Par exemple, pour vous donner dernièrement, j'ai eu un salarié en mécanique, comme je disais tout à l'heure, qui ne pouvait plus avoir les bras en l'air et qui ne pouvait plus être en flexion, donc le dos penché en avant. Donc, ça remettait vraiment en cause son activité de travail. Et là, en fait, l'employeur a investi dans un retournement de véhicule. Donc, le véhicule est mis sur un retourneur et le véhicule est complètement mis à la verticale, ce qui fait que le salarié n'a plus besoin de se pencher et n'a plus besoin d'avoir les bras en l'air. Donc là, on a quelqu'un qui, du coup, est resté à son poste de travail, qui a toujours des douleurs, mais moindres. Mais voilà, on a quelqu'un qu'on va réussir à pousser quelques années au poste de travail. Tous ces aménagements, ils se font forcément en lien avec l'entreprise. On n'arrive pas avec nos gros sabots en disant, voilà, c'est comme ça que ça va se faire, etc. Non, il faut que l'entreprise elle soit partie prenante, sinon ça ne marchera pas. Et depuis quelques temps maintenant, vous devez avoir des référents handicap. Donc, nous n'avons pas encore eu beaucoup l'occasion de travailler avec ces personnes, mais comme je vous l'ai mis sur ma diapo, je pense que ça peut être un interlocuteur très intéressant pour les apprentis, pour nous aider à identifier ceux qui auraient des problématiques santé ou mentale pour que l'aménagement se fasse au mieux. La reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, donc la RQTH, donc il faut différencier la RQTH mineure et la RQTH majeure. Nous, on prend en compte la RQTH majeure. Elle n'est pas obligatoire pour aménager un poste de travail. D'accord? Ça fait partie des obligations de l'entreprise d'aménager les postes de travail, d'une manière ou d'une autre. Par contre, il est vrai que d'avoir une reconnaissance, ça permet à l'entreprise d'avoir des aides de financement auprès de la GFIP, notamment, pour l'aménagement de certaines situations qui peuvent être onéreuses. Et ça permettra également, si besoin est, aux salariés de partir en formation, de se réorienter, voire même des fois de créer sa propre entreprise avec des aides à la formation. Que s'il n'avait pas cette reconnaissance, ça serait à lui de tout financer. Avez-vous des questions sur ça? Non, pas particulièrement. Non. Est-ce que vous avez dans vos apprentis déjà des salariés, des jeunes qui ont malheureusement été mis inaptes à des postes sans aménagement? Non. Non, pas encore non plus. Non plus. Bon, tant mieux alors. Voilà, donc n'hésitez pas, avec l'accord évidemment de l'apprenti, mais quand vous savez qu'un jeune risque d'avoir des difficultés au poste, s'il est OK, d'en informer l'employeur, parce que ça ne sert à rien de le cacher. De toute façon, on le découvre toujours à un moment ou à un autre, et trop tard. Par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, on a eu une jeune apprentie qui avait caché sa malvoyance à l'employeur, sauf qu'elle avait un poste où elle devait avoir une activité visuelle très intense. Et quand elle a vu le médecin du travail a dit stop. Stop dans la situation actuelle. Donc, c'était une jeune fille qui lui restait plus qu'un œil. Sauf que son travail l'exposait à des risques de blessure de l'autre œil. Et si elle se blessait l'autre œil, pour le coup, elle devenait aveugle. Donc, on ne pouvait pas prendre ce risque-là. Et l'employeur l'a mal vécu parce qu'il aurait pris cette jeune de toute façon, sauf qu'il aurait pu anticiper les aménagements. Et là, il a fallu qu'il fasse des aménagements qui n'étaient pas prévus au budget, mais il n'avait pas le choix. Si ce n'était pas ça, c'était l'inaptitude et c'était quelqu'un qui avait un rêve d'enfant en plus sur cette profession, qui se retrouvait sans rien du jour au lendemain et plus d'employeurs, plus de formation. Donc voilà, plus on anticipe à ce niveau-là, mieux ce sera. Donc je vous propose un temps d'échange. J'ai préparé quelques questions et puis si vous en avez d'autres,
nous pourrons échanger là-dessus ensuite. Donc, le médecin du travail peut-il donner un arrêt de travail? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, non. Un médecin du travail ne donne pas d'arrêt de travail, donc ce n'est pas la peine de venir nous voir pour ça. Nous donnerons des incapacités temporaires pour excuser l'absence de quelques heures, mais il faudra aller voir un médecin traitant pour avoir un arrêt de travail. De même, un médecin du travail ne fait pas de prescription. D'accord? Nous ne ferons pas d'ordonnance pour quoi que ce soit. Un apprenti n'a jamais vu de médecin du travail. Est-ce possible? Oui. Oui, s'il n'a pas été déclaré. Exactement. Déjà, premièrement, si l'employeur n'a pas fait son travail de déclaration. Alors, je ne vais pas jeter la pierre tout aux employeurs parce que régulièrement, dans les TPE, ils font appel à des services comptables, des services de gestion. Et là, par exemple, moi, j'ai eu la situation à 2 reprises où l'employeur m'a apporté la preuve qu'il avait bien fait un mail à son service comptable, mais c'est le service comptable qui n'a pas fait le nécessaire auprès de nous. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de la jurisprudence, c'est à l'employeur de veiller. Donc, si un employeur vous dit ça, ou un apprenti, hein, il ne faut pas qu'il hésite déjà, à aller voir son employeur. Est-ce que tu m'as bien déclaré? D'accord? À l'employeur de s'assurer, même s'il a fait le nécessaire auprès de la compta, qu'il a bien été déclaré. Parce que, surtout, voilà, la période des apprentis, ça tombe, là, vous avez août, octobre, où c'est très chargé. Donc, vous imaginez bien que les services comptables, ils vont faire que ça toute la journée. Donc, voilà, ça peut toujours se rattraper. Donc, très souvent, c'est lié à ça. La personne n'a pas été déclarée. Ça peut être aussi, la personne a été convoquée, mais ne vient pas. D'accord? On l'a peut-être convoquée sur les temps d'école, donc forcément, elle ne va pas faire la route pour revenir nous voir, ou le rendez-vous a été zappé. Sauf que nous, un rendez-vous qui n'est pas excusé en heure et en temps, on ne reconvoquera pas la personne. C'est à l'employeur d'en faire la demande s'il le souhaite et de repayer la visite. Il se peut aussi qu'il ne voie pas de médecin du travail, alors selon les postes, parce qu'en fait, il verra l'infirmier. Vous vous rappelez du tableau que je vous ai fait voir tout à l'heure. Si on est sur des personnes qui ne sont pas exposées à des risques particuliers et qui, au vu du médecin du travail, ne nécessitent pas une visite à plus avec un médecin qu'un infirmier, ils ne verront pas de médecin. Donc, on peut prendre par exemple l'exemple de tout ce qui va être dans la vente, par exemple. D'accord? Les mécaniciens, non, ils seront vus parce qu'ils sont exposés au CMR. Tout ce qui est personnes dans le service sanitaire et social seront vus parce qu'ils sont exposés aux risques biologiques. Voilà. Mais il se peut que quelqu'un ne voie jamais de médecin du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est dit par le ministère du Travail, que maintenant, selon le poste, et si l'état de santé de la personne est correct, c'est quelqu'un qui peut ne jamais voir de médecin du travail. Pour autant, je le rappelle, tout le monde peut faire une demande pour voir le médecin du travail s'il estime qu'il a besoin de le voir. Et il peut y avoir une autre situation pour laquelle il ne verra pas de médecin du travail. C'est par exemple un apprenti qui vient d'une autre région, qui a été vu, par exemple au mois de septembre, je ne sais pas moi, à Bordeaux, et puis qui déménage avec sa famille, qui revient chez vous, qui change d'employeur. Nous, on va demander le dossier médical. Et si elle a vu du dossier médical, le médecin du travail qui l'a vu à Bordeaux n'avait pas émis quoi que ce soit, dans son dossier médical, il n'y a rien de particulier, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on va revoir. On fera ce qu'on appelle une dispense. Donc, l'employeur recevra une dispense de visite médicale dans laquelle il atteste qu'il ne sera pas vu parce que ça ne nécessite pas. Donc ça, c'est encadré par la loi dans des conditions très particulières. C'est valable pendant combien de temps ce délai? Par exemple, s'il y a un changement d'employeur, c'est valable combien de temps? Alors, attendez, parce que ça, je ne connais pas par cœur, je prends ma petite... voilà. Donc, il y a plusieurs conditions. Il faut que toutes ces conditions soient remplies. Donc, selon que ce soit une visite périodique ou une visite d'embauche, donc il faut que la dernière visite d'embauche ait lieu il y a moins de 5 ans. Okay. Voilà. Ou la dernière visite médicale de moins de 2 ans. Que ce soit le même poste. D'accord? Donc, il est apprenti pâtissier, il est apprenti pâtissier. S'il est apprenti pâtissier, apprenti boulanger, je pense que ça peut passer dans la mesure où c'est quasiment la même activité. D'accord? Et par exemple, il est apprenti pâtissier et il passe en vente. Là, ce n'est pas la même activité.
ou un mécanicien qui serait mécanicien véhicule léger et qui passe en poids lourd. Même si ça reste de la mécanique, nous, on sait que sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. Non, mais je pensais surtout aux apprentis qui faisaient un changement d'employeur, du coup. Un changement d'employeur, si c'est le même poste, normalement, il n'y a pas de souci. Non, c'est pour ça. Hein, si c'est voilà, c'est exactement le même poste, c'est juste un changement d'employeur parce que pour X raisons, hein, problème géographique, problème tout à fait. d'entente ou je ne sais quoi. Voilà. Mais il faut que son dossier médical ne mentionne rien de particulier. On peut imaginer que si c'est quelqu'un qu'on a vu, par exemple, au mois de décembre, pour un employeur, et qu'il exprimait déjà des difficultés physiques ou mentales, en disant ouais, mais je suis pas sûre de rester parce que ceci, parce que cela, ou voilà, d'ambiance générale dans l'entreprise. S'il change d'employeur, donc nous, on va être informés et on va regarder son dossier médical. Et là, il y a des médecins qui vous diront bah, non, on ne va pas le voir, on le reverra que dans 3 ans, dans le cycle normal de reprogrammation. Mais vous avez des médecins du travail qui vont dire ah, ouais, mais il avait quand même exprimé un petit doute, il faut quand même qu'on aille voir. L'idée, c'est pas voilà, que, surtout sur le risque psychosocial, s'il est parti parce que ça n'allait plus, il faut qu'on s'assure que sa santé mentale va bien. Mais encore une fois, si un changement d'employeur et il ne voit pas le médecin du travail, il peut à tout moment demander à le voir. Et ça, j'insiste. Lors de ma visite avec le médecin du travail, on n'a pas pris ma tension, il y a une faute. Pourquoi? Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le médecin du travail, il est spécialiste du travail. Donc son travail, c'est de voir si l'état de santé est compatible avec le poste de travail. On n'est pas médecin traitant. D'accord? Il y a 20 ans, oui, on avait le temps de prendre l'attention, etc., mais plus maintenant. D'accord? Parce qu'en plus, ça ne veut rien dire, parce que quand vous avez attendu ou que l'apprenti s'est dépêché avec son scooter pour être à l'heure, il a la tension qui est élevée et finalement, c'est pas parce qu'il ne va pas bien. Donc, oui, on ne va pas forcément prendre l'attention. Oui, on ne va pas forcément faire un test des oreilles systématiquement. Oui, on ne va pas faire lire systématiquement. Et encore moins que le médecin du travail qui, maintenant, il faut savoir que maintenant, un médecin du travail voit 15 personnes par jour, 15 personnes qui ne vont pas bien. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, le médecin, il voyait 15 personnes qui allaient bien. Donc, si la personne elle est orientée vers un médecin du travail pour un problème d'épaule, on ne va pas commencer à perdre du temps à faire le test des oreilles et la vue, etc. D'accord? S'il y a un problème de santé, c'est le médecin traitant. Et puis, voilà. Et quand il y a des examens à faire, le plus souvent, c'est fait par l'infirmier en amont. Le médecin du travail demande une étude de mon poste de travail. Pourquoi? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, une étude de poste, elle nous sert à… Il y a 3 motifs. Soit parce que c'est un poste de travail qu'on ne connaît pas, quelque chose qui peut être nouveau. Par exemple, ça a été le cas il y a quelques années quand les entreprises de confection de cuir se sont installées et qu'il y a eu des centres de formation de couturières cuir, on va dire, qui se sont mis en place. Nous aussi, c'était nouveau pour nous, donc il a fallu qu'on aille voir, qu'on s'approprie les postes de travail, le vocabulaire, pour que aussi, quand on rencontre les gens en visite, on comprenne de quoi ils nous parlent. Donc déjà ça, le plus souvent, quand on fait une étude de poste, c'est que le médecin s'interpelle sur la compatibilité état de santé poste de travail. Mais ce n'est pas parce qu'on vient voir le poste de travail que derrière va s'enclencher des restrictions ou une aptitude. Pas du tout. C'est aussi pour rassurer le médecin du travail en disant, bah oui, on est allé voir le poste, vous posez telle question, mais non, ça va bien. Par exemple, un jeune qui aurait des problématiques de port de charge, qui a mal au dos, voilà, on sait qu'il y a des entreprises où il y a de la manutention, mais on a des entreprises qui sont très bien équipées en équipement, en matériel, ou qui vont déjà avoir dit aux jeunes, moi je t'interdis de faire ça, tu demandes systématiquement à telle personne. Donc nous, l'idée, c'est d'aller s'assurer que tout va bien. Et quand il y a des difficultés, quand ça ne va pas, qu'on voit des choses qui ne sont pas cohérentes, l'idée, c'est qu'on aide l'employeur à aménager le poste pour que le salarié puisse tenir son poste normalement et correctement, comme tout le monde. La dernière option de faire une étude de poste, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il y a une inaptitude qui est envisagée, et là, c'est purement réglementaire, c'est pour s'assurer que le médecin du travail va bien mettre quelqu'un inapte en connaissance de cause. On est bien sûr que l'état de santé n'est pas compatible avec le poste de travail.
Donc, normalement, il y a toujours un compte-rendu qui est fait suite à une intervention en entreprise, qui est normalement toujours envoyé à l'employeur, parce qu'on vient chez lui, il a le droit de savoir la conclusion. Je dis normalement parce que dans les cas des inaptitudes, comme c'est purement réglementaire de notre point de vue, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est souvent, il n'y a pas d'envoi de fait. Et donc, le salarié non plus n'a pas de retour. S'il veut un retour, il s'adresse à son employeur, mais ce n'est pas nous qu'allons lui envoyer. Un apprenti ne supporte pas le port de son équipement de protection individuelle. Que faire? Donc, équipement de protection individuelle, hein, je vous le rappelle, mais je pense que vous le savez bien, hein, ça va être les chaussures de sécurité, les gants, les protections auditives, la tenue de travail par extension, le casque sur la tête, etc., etc. Porter des équipements de protection individuelle est une obligation dans l'entreprise. Si l'employeur impose un équipement de protection individuelle, c'est une obligation, le salarié n'a pas le choix. Toutefois, la seule personne à vous autoriser de ne pas les porter, c'est le médecin du travail. Mais si on vous donne l'autorisation de ne pas le porter, c'est qu'il y a un lien avec votre état de santé. D'accord? Mais en général, on trouve toujours une solution. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui ne supporterait pas les bouchons auditifs. Parce que quand il émet, il a l'impression de ne pas entendre. Donc, il y a ceux qui ne vont pas faire d'efforts, mais il y a ceux aussi qui vont déjà avoir une perte de l'audition. Et si ces personnes qui ont déjà une perte de l'audition, on leur rajoute un bouchon, du coup, ils vont encore moins bien entendre. Là, effectivement, ça peut les mettre en difficulté parce qu'ils ne vont pas entendre leurs collègues, ils ne vont pas entendre le bip de recul du chariot, etc. Donc ça, c'est quelqu'un qui peut venir nous voir. Donc temporairement, on lui dira, oui, vous n'avez droit de ne pas porter le casque ou les bouchons qui sont mis à disposition. Mais c'est forcément quelqu'un qu'on réorientera vers un ORL pour l'aider à s'équiper de prothèses auditives qui lui permettront de mieux entendre, déjà dans la vie de tous les jours, mais également d'être protégé. Donc, il aura quand même un EPI à porter, mais pas forcément celui que l'employeur avait mis à la base. On peut avoir le même problème avec les chaussures de sécurité. Quelqu'un qui ne supporte pas les chaussures de sécurité, pour X raisons. Il a un pied beau, il sue abondamment, il a une morphologie des orteils qui fait qu'il ne rentre dans aucune chaussure. Donc ça, c'est pareil. Il faut venir voir le médecin du travail, mais on trouvera toujours une solution. On aidera les personnes à s'orienter vers des podo-orthésistes pour avoir des chaussures de sécurité sur mesure et adaptées. Donc, il y a toujours une solution. Avez-vous des questions sur ça? Parce que ça, j'imagine que c'est des choses que vous avez régulièrement. Non, pas particulièrement, parce qu'en effet, il y a plein de choses qui existent pour réadapter si jamais il y a besoin. Je pense par exemple, nous qui sommes dans le sanitaire principalement, c'est tout ce qui peut être allergie au latex ou choses comme ça. Avec les gants, voilà, il y en a qui sont sans latex, il y en a avec poudré, non poudré. Enfin voilà, il y a une ribambelle de choses qui existent. Tout à fait. Et donc, on parlait tout à l'heure de RQTH, donc de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Parfois, nous, par exemple, pour la malentendance, ça peut être intéressant pour le salarié d'en faire la demande de cette reconnaissance parce que du coup, il a des aides à l'achat de ses prothèses auditives. Parce qu'une prothèse auditive, voilà, ça coûte relativement cher. La mutuelle peut aider, mais des fois, ça ne suffit pas. Donc, selon la pathologie, alors nous, on ne peut pas imposer la RQTH, c'est un choix personnel, mais voilà, on peut leur expliquer que s'ils avaient ça, mais ils auraient des prothèses auditives de prise en charge, par exemple. Ou vous parliez de gants tout à l'heure, on peut avoir des gants sur mesure, des gens qui se sont amputés les doigts. Et voilà, s'il leur manque les 2 derniers doigts de la main, avoir un gant avec 2 doigts qui ballottent, c'est pas forcément mieux. Donc on peut faire des gants sur mesure, mais ça a un coût. Donc c'est vrai que quand l'entreprise, parce que tout reste à charge de l'entreprise, donc quand il y a une RQTH, ça peut aider l'employeur financièrement. Sachant que quand il y a des mesures particulières de mise en place, équipement collectif ou individuel dans le cadre d'un aménagement de poste, il appartient à l'entreprise. Donc si votre jeune quitte l'entreprise pour aller ailleurs, il faudra recommencer tout le dossier. Sauf si l'employeur lui dit, écoute, oui, pars avec tes prothèses auditives, de toute façon, je ne vais pas les redonner à quelqu'un d'autre. Mais sur le principe, ça appartient à l'entreprise. Inaptitude et invalidité, quelle différence? Donc l'inaptitude, elle est prononcée par le médecin du travail, comme je vous l'ai dit, dans un cadre réglementaire très précis.
et c'est une capacité médicale à ne plus pouvoir occuper un poste. D'accord? Donc, on peut être inapte sans invalidité. Et donc, l'invalidité, c'est une déclaration qui est faite par la CPAM quand notre capacité de travail est réduite. Donc, c'est que j'ai un état de santé qui fait que je ne peux pas travailler comme quelqu'un à 100%. Donc, j'ai le droit, je peux avoir droit à une invalidité. Hein, chacun fait ce qu'il veut, il peut la demander ou pas. Et donc, on a une pension d'invalidité. Donc, on peut être inapte sans être invalide, mais on peut être aussi invalide sans être inapte. Quelqu'un qui a une invalidité peut continuer à travailler. Souvent, ce sont des gens qui sont à mi-temps, à temps partiel, mais ce sont des gens qui peuvent continuer à travailler. Et donc, l'invalidité, elle n'est pas forcément sur les personnes qui ont un certain âge, elle peut être également mise pour des apprentis, par exemple. Je reviens, je n'ai pas dit tout à l'heure, à l'inaptitude. L'inaptitude, c'est l'inaptitude. Donc, l'état de santé physique ou mental ne correspond plus au poste dans une entreprise. Donc, vous pouvez avoir un apprenti qui est inapte dans une entreprise, mais qui change d'employeur et qui, du coup, n'a plus cette inaptitude. D'accord? Parce que ça va être lié aux conditions de travail. Avez-vous des questions autres que nous n'aurions pas abordées? Non, pour moi, c'était très clair, c'était très clair. Pareil, c'était vraiment complet et clair. Merci. Donc, je reste à disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, donc, nous avons créé sur notre page Internet une page spéciale apprentissage. Donc, je vous ai mis le lien ou le QR code. Voilà, ça fait partie des actions que le groupe de travail apprenti a mis en place en tout début d'année. Voilà, pour que ça soit accessible aussi bien pour les apprentis que pour les employeurs d'apprentis ou vous-même. Donc voilà, on va essayer de l'alimenter de façon ludique. Donc vous y retrouverez toutes les petites questions qu'on a vues. Voilà, j'ai un problème, je souhaite rencontrer un médecin de travail, comment je fais? Voilà, donc il ne faut pas hésiter à renvoyer vos apprentis et ou leur famille aussi hein, vers ce site pour avoir des questions. Vous pourrez y retrouver aussi tout en haut, là, vous avez trouvé un centre, les centres de visite pour retrouver le médecin qui correspond à l'entreprise pour éventuellement qu'il soit contacté ou autre. Donc ça, n'hésitez pas à en faire la publicité autour de vous. Très bien, merci. Et donc, notre site internet, donc santétravail-on.fr, alors vous pouvez aller dans toutes les rubriques, hein, mais je vous invite particulièrement à aller dans la rubrique ressources, où vous y retrouverez des dépliants, notamment par exemple sur les visites médicales que je vous ai présentées tout à l'heure. Si vous voulez avoir un petit récapitulatif dans votre bureau ou éventuellement l'imprimer et le diffuser en cours ou à des élèves ou à d'autres confrères, aucun problème, elles sont à disposition. Vous pourrez trouver aussi tous nos offres de services. Voilà, donc sachant que ça ne concerne pas forcément l'ensemble des employeurs que vous avez selon la branche dans laquelle vous travaillez, mais on doit en couvrir quand même pas mal. Voilà. Les autres services de santé au travail normands vont proposer la même chose parce que c'est réglementaire. D'accord? Ils ont la même mission, ils ont les mêmes actions, ils font les mêmes visites. Voilà, ça, on ne peut pas y déroger. Après, voilà, ça sera dans l'offre de service que ça pourrait éventuellement être légèrement modifié selon ce que l'on peut proposer ou pas. Je vous remercie de votre attention. Je reste à disposition si vous avez des questions. Je peux vous proposer de vous envoyer le diaporama. Parfait. Moi, je veux bien. Oui. Hein, je le ferai toutes les personnes présentes. Après, vous en ferez ce que vous voulez, comme j'ai vos adresses mail. Voilà. Une fois que je vous aurai envoyé ce diaporama, vous aurez mon adresse mail que vous avez déjà eu avec le lien de la visio. Mais voilà, nous, on reste à disposition. On aimerait vraiment œuvrer avec les centres de formation pour améliorer
le suivi des apprentis et leurs conditions de travail. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, tant que je peux, j'essaierai d'y répondre ou de vous réorienter vers d'autres personnes. Voilà, nous souhaitons mener un partenariat avec les centres de formation. Donc, c'est l'objectif. Donc, si tout de suite ou d'ici quelques semaines, vous avez des idées de thèmes que l'on pourrait développer avec vous, soit avec vous directement, soit avec certains de vos formateurs, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas là au mois de janvier, et là, voilà, nous avons déjà intervenu dans certains centres de formation auprès des élèves, directement en cours de PSE, sur la présentation des services, mais voilà, on pourrait imaginer qu'on intervienne sur le bruit, voilà. Il y a un projet sur les risques psychosociaux, parce que c'est une demande de beaucoup d'entre vous, qu'on vous explique ce que c'est les risques psychosociaux et comment ça peut être mis en place dans les entreprises en termes de prévention. Voilà, mais il ne faut pas hésiter. On aimerait vraiment créer quelque chose avec les centres de formation. Voilà, je vous remercie. Je vous libère si vous n'avez pas de questions, mais je reste à disposition si besoin. Très bien. Et ben, je vous remercie. Bonne journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.